À la Nouvelle-Orléans, un jeune homme rencontre une femme, puis disparaît. Sa famille et la police devront trouver des réponses que seule une personne dotée de pouvoirs paranormaux peut leur donner. À travers les yeux d'André, j'apercevais et je sentais la présence d'eau. Dans une petite ville du New Jersey, une adolescente qui rentrait chez elle à pied n'arrive jamais à la maison. On découvrira ce qui lui est arrivé lorsqu'on fera appel à une voyante. J'ai senti que son ravisseur avait agi dans un moment de fureur et qu'il avait traîné dans les bois. Lorsque les indices sont rares et que les enquêteurs ne trouvent pas de réponse satisfaisante, ils ont parfois recours aux témoins de l'étrange. Dans cette émission, certains noms ont été changés. Kenner, en Louisiane, est situé en périphérie de la Nouvelle-Orléans. Le 9 juin 1987, André Daigle, 27 ans, joue au billard avec son ami Nick Shelley après le boulot. On a joué 2 ou 3 parties. Et André est ensuite allé au bar nous chercher quelques bières. C'est alors qu'il a engagé la conversation avec une femme. Celle-ci a un comportement quelque peu étrange. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil de mon côté. J'en ai déduit qu'elle était timide. Elle ose toutefois demander à André de la reconduire chez elle. Nous sommes partis chacun de notre côté. André, lui, est parti avec elle. Elle lui a dit qu'elle ne vivait pas très loin et qu'il n'avait qu'à la déposer chez elle. C'est la dernière fois que j'ai vu André. Les jours passent. Les amis et les membres de la famille s'inquiètent de l'absence d'André, comme le raconte ici son frère Chris. On a commencé par appeler les amis et les connaissances d'André, les gens qu'il voyait le plus souvent. Mais personne n'a eu de nouvelles de lui. Sa famille signale alors sa disparition. Même si les policiers promettent aux parents d'André de rechercher sa camionnette, le capitaine Jim Gallagher de Jefferson Parish ne peut malheureusement pas encore ouvrir une enquête officielle. Cet homme avait quitté un bar avec une femme. On ne pouvait pas consacrer beaucoup de ressources à ses recherches. La famille et les amis du disparu ratissent méthodiquement la Nouvelle-Orléans. On roulait sans interruption dans toutes les rues, dans un sens puis dans l'autre. On l'a cherché ainsi pendant 3 ou 4 jours consécutifs. Malgré ces recherches intensives et la pose d'affiches un peu partout, on n'obtient aucune piste. Plus le temps passait et plus on était découragé. Ces recherches qu'on avait effectuées 24 heures par jour nous avaient drainé toute notre énergie. Et on subissait un stress immense. À Los Angeles, soit à plus de 3200 km de là, Elise, la sœur d'André, craint le pire. J'étais sûre qu'il s'était produit quelque chose de très grave. André n'était pas le genre d'homme à disparaître ainsi. Il n'était pas le genre non plus à aller dormir chez quelqu'un sans aviser ses proches. Ça ne lui ressemblait pas du tout. En désespoir de cause, Elise cherche de l'aide auprès d'une source à tout le moins inhabituelle. Je n'avais jamais consulté une voyante jusque-là, mais André était introuvable. Toute la famille avait ratissé la ville sans succès et il fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Une amie d'Elise lui conseille d'appeler Rosemary Kerr. Depuis plus de 20 ans, cette dernière a aidé plusieurs familles à retrouver des proches. Lors d'une séance, j'établis un contact physique avec la victime, qu'elle soit vivante ou en état de transition. Si la personne est décédée, je parviens à entrer dans son corps et à voir à travers ses yeux. C'est comme regarder un film en couleur ou en noir et blanc et tout arrive en même temps. J'observe attentivement et j'essaie de comprendre ce qui se passe et de savoir où je me trouve. Mais c'est extrêmement pénible pour moi de ressentir toutes les émotions de la victime. Elle m'a dit « Ne me dites rien, je ne veux rien savoir ». Et elle ajoutait « Venez chez moi samedi soir et apportez-moi une photo et une carte routière ».
Rosemary doit son don à ce qu'elle appelle ses guides de lumière. Lors de mes séances, je commence par réciter une prière. C'est très important pour moi. Non seulement cette prière me permet-elle d'entrer en contact avec mes guides de lumière, mais elle me protège aussi, moi, et les personnes qui me consultent. Je cherche à découvrir la vérité et j'ai recours à la prière pour l'obtenir. Je ne me rappelle pas tout ce qui se passe lors d'une séance parce que je retransmets aussitôt toutes les informations que je reçois. J'enregistre donc tout pour pouvoir réécouter ce que j'ai dit et le noter par écrit. C'est très important. Rosemary enregistre la séance avec Elise, qui a apporté une photo. La voyante tente d'établir un contact avec André. Quand on participe à une séance, on peut sentir l'énergie qui passe entre les personnes présentes. C'est très intense. Tous mes sens étaient en émoi et je voulais obtenir d'elle toutes les informations qu'elle pouvait me fournir. Rosemary se concentre sur la photo. Quand j'utilise une photo, le bout de mes doigts devient extrêmement sensible. Cette sensibilité me permet de voir, d'entendre et de comprendre certaines choses. Tous mes sens sont en action et aussi ceux des personnes présentes et même ceux des personnes qui sont absentes. Tous ces sens travaillent en même temps. Je pouvais voir le véhicule de couleur sombre d'André et j'ai dit à Elise que j'avais trouvé le véhicule. Elle insistait. « Non, il a une voiture blanche. » Mais c'est la médium qui a raison. Elise ignore que son frère a fait l'acquisition d'une camionnette noire depuis peu. Je peux ressentir les vibrations d'une personne et dire de qui il s'agit, comment elle se porte, où elle se trouve et ce qu'elle ressent. Rosemary établit alors un lien physique avec André. C'était comme si on m'avait martelé les tempes et j'avais aussi une douleur horrible à la nuque. Je me tenais la tête avec les mains. J'avais l'impression qu'on me frappait, que le sang coulait. J'observe et je tente de découvrir ce qui est arrivé et de voir ce qu'il y a aux alentours. Une fois de plus, Rosemary a une vision de la camionnette d'André. Je pouvais voir sa camionnette rouler sur l'autoroute. Je la voyais très clairement. Je pouvais voir également des têtes. Il y avait une tête aux cheveux sombres et une tête aux cheveux blonds cendrés. Rosemary voit ensuite André avec la femme qu'il a rencontrée au bar. Je n'ai pas vu son visage à elle à ce moment-là, mais c'est bien tout ce qui m'a échappé. Les vibrations qui émanaient d'elle étaient très négatives, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle le tenait. Il y avait comme un voile sombre, je ne saurais le décrire, mais ce dont j'étais sûre, c'est que la situation allait porter malheur à André. Mais où donc est André? Quand je travaille avec une carte routière, je me ferme les yeux. Je me concentre sur les vibrations que je ressens au bout des doigts. Cela m'indique où les recherches doivent être menées. À travers les yeux d'André, je voyais de l'eau. Je sentais aussi la présence d'un plan d'eau. J'étais terrorisée. J'ai ressenti quelque chose de très vif au bout des doigts. Mon index s'arrêtait toujours au même endroit sur le plan. Il était posé sur la localité de Slidell. La voyante croit que c'est là que se trouve la camionnette. Elise appelle immédiatement en Louisiane. Tout à coup, la sœur d'André de Los Angeles a appelé pour nous dire qu'une voyante lui avait indiqué qu'on devait aller à Slidell. J'étais très méfiant à l'égard de ces gens qui se considèrent des voyants. Mais après autant d'heures de recherche, on aurait fait n'importe quoi pour retrouver André. On n'a même pas hésité.
On s'est dit, allons-y, et nous sommes aussitôt partis pour Slidell. En moins d'1 heure, les membres de la famille atteignent la région rurale de Slidell. La voyante nous avait dit de parler à Andre, d'essayer de sentir sa présence, en priant par exemple, en étant attentif, en lui parlant, en se concentrant le plus possible sur lui pour provoquer quelque chose. Alors qu'ils roulent sur une route isolée, ils sont doublés par une camionnette, mais pas n'importe laquelle. J'étais sous le choc. C'était la camionnette d'Andre, avec sa plaque d'immatriculation. Mais Andre ne se trouvait pas à bord. Il y avait 2 inconnus à l'intérieur. On ignorait de qui il s'agissait et ce qu'ils avaient pu faire à notre frère. On ne savait pas s'ils étaient dangereux, mais ils avaient vraisemblablement volé ce véhicule à Andre. Nous n'avions pas d'autre choix que de le prendre en filature, en espérant qu'il nous conduirait à Andre. Nous étions donc sur cette route obscure, tard dans la nuit, et nous suivions aveuglément ces types. J'ignorais s'ils nous conduisaient dans un piège. On s'est aperçu qu'ils tentaient de nous attirer quelque part parce qu'ils n'empruntaient que des routes secondaires. Il fait de plus en plus sombre quand ils se retrouvent soudain dans une impasse. À ce moment-là, ils ont fait demi-tour et nous ont fait face. Ils ont éteint le moteur et les phares avant de descendre de la camionnette. Cela semblait être une embuscade. On est resté assis et on a attendu. La voyante n'a toutefois pas prédit ce que l'avenir leur réserve. Suite à la disparition d'Andre Daigle en Louisiane, la voyante Rosemary Kerr vient en aide aux membres de la famille morts d'inquiétude. Après s'être rendus à Slidell, comme la voyante leur a indiqué, ils tombent sur la camionnette d'Andre et se retrouvent bientôt face à face avec les 2 passagers à bord. Voici le frère d'Andre, Chris Daigle. Ils ont alors redémarré la camionnette pour repartir par le chemin d'où l'on venait. Les Daigle reprennent aussitôt leur poursuite, mais ils ne seront pas seuls. Environ 500 mètres plus loin, on a aperçu une voiture de patrouille du service de police de Pearl River. Je me suis rangé à côté de la voiture et ma femme Virginia est descendue pour leur remettre une affiche. Elle leur a dit que notre frère avait disparu, qu'on venait de retrouver sa camionnette, mais que quelqu'un d'autre que lui la conduisait. On n'aurait pas pu mieux tomber. Les policiers se sont aussitôt mis à leur poursuite. Après une poursuite s'échelonnant sur une quinzaine de kilomètres, la camionnette se range au bord de la route. Les policiers arrêtent Charles Gervais et Michael Phillips sur présomption de vol de voiture. Ils trouvent dans la camionnette des armes à feu chargées et prêtes à être utilisées. Mais il n'y a aucune trace d'Andre et les hommes refusent de parler. Nous étions extrêmement tristes de voir qu'Andre ne se trouvait pas avec eux et qu'il refusait de coopérer. Le capitaine Gallagher apprend alors que c'est Rosemary Kerr qui a conduit les Daigle au suspect. Quand on m'a appris que ces informations avaient été fournies par une voyante de Californie, j'étais plus que sceptique. Mais il était de mon devoir de prendre toutes les informations en considération et de vérifier leur validité. Gallagher contacte Rosemary. Même elle est surprise de la précision de sa vision, car c'est plutôt rare qu'il en soit ainsi dans le domaine du paranormal. Tout était différent. Tout mon corps, tout mon organisme se sentait différent. C'était comme si j'avais atteint un état que je n'avais encore jamais atteint au cours de cette séance. C'était comme si c'était la première fois que j'allais aussi loin. Elle m'a parlé des informations qu'elle avait transmises à Élise. Elle m'a assuré qu'elle n'était jamais venue en Louisiane. La description d'un des individus correspondait à Michael Phillips, dont les cheveux étaient longs et blonds. La voyante révèle alors aux policiers une information qu'elle a gardée pour elle jusque-là. Elle m'a dit qu'elle croyait Andre mort. Selon elle, ses violents maux de tête lors de la séance lui indiquent qu'on lui a asséné de puissants coups à la tête. Je pouvais regarder avec les yeux d'Andre et voir où se trouvait son corps.
Elle a vu un long pont, le chiffre 7 et de l'eau tout autour d'André. La conversation a duré environ 1 heure, et quand j'ai raccroché, je ne doutais plus de ses dons. Mais Gallagher doit recueillir des preuves formelles. Des policiers fouillent l'appartement des suspects et ils en trouvent. Il y a des éclaboussures de sang dans le salon et une mare de sang par terre, mais aucune trace d'un corps. Michael Phillips refuse de parler, déclarant qu'il ignore tout du crime. Lorsque les policiers questionnent Charles Gervais et lui font part des visions de Rosemary à propos du meurtre d'André, celui-ci passe aux aveux. Il nous a dit qu'il l'avait tué et qu'il s'était ensuite débarrassé de son corps. Gervais raconte que Phillips et lui avaient décidé de devenir de vrais criminels. Il m'a dit qu'il voulait se prouver qu'ils étaient capables de tuer s'ils devaient le faire. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était complètement insensé. Ils ont choisi quelqu'un au hasard, sans raison aucune, ni compte à régler. Ils n'ont pas eu l'idée non plus de trouver quelqu'un qui avait de l'argent et qu'ils auraient pu voler. C'était incroyable. Ils voulaient simplement trouver un individu et l'attirer chez eux pour le tuer. Ils ont utilisé un appât, comme nous le raconte le procureur W.J. Leblanc. Ils ont demandé à Thelma Horn, la petite amie de Michael Phillips, d'attirer quelqu'un à leur appartement afin qu'ils puissent mettre leur plan à exécution. Celle-ci avait tenté le coup 2 fois déjà, mais sans succès. C'est lors de sa 3e tentative qu'elle est revenue avec André. Il vivait encore après avoir reçu ses coups. Ils ont ensuite coupé le fil électrique de l'aspirateur et l'ont enroulé autour de son cou en s'aidant avec le marteau pour lui couper tout oxygène. Il a eu une mort atroce. Ensuite, ils ont décroché les vieux rideaux des fenêtres. Ces rideaux étaient doublés d'une sorte de revêtement en caoutchouc. Ils ont enveloppé le corps d'André dans ces rideaux. Après ses aveux, Gervais conduit les policiers jusqu'au cadavre. En arrivant dans le secteur, les policiers sont frappés par la précision des visions de Rosemary. Elle avait déclaré qu'il se trouvait près d'un long pont et qu'il était entouré d'eau. Elle nous avait également dit que le chiffre 7 était important. Après avoir traversé un long pont, Gervais demande aux policiers de prendre la sortie numéro 7. Il ajoute que Phillips et lui ont enfoui le corps d'André dans un canapé avant de le jeter dans les eaux noires d'un marécage. J'ai essayé de comprendre comment Rosemary avait pu nous fournir cette information, surtout que c'était un jour avant qu'on apprenne qu'il y avait eu homicide. C'était fascinant. Comment avait-elle pu y arriver? Je n'arrivais pas à l'expliquer. Il m'a bien fallu l'accepter. C'est tout ce que je pouvais faire. On trouve enfin le corps d'André, mais pour ses proches, ce n'est pas encore terminé. Un autre revirement de situation les attend avant le procès. Au cours de l'autopsie du corps de la victime, le médecin légiste constate que la mort est imputable à un étranglement prolongé, de même qu'à 14 coups de marteau à la tête. Charles Gervais plaide coupable à un meurtre au 1er degré et il est incarcéré à vie. Quant à Michael Phillips et Thelma Horn, ils contestent les accusations portées contre eux et forcent la tenue d'un procès. Pour la première fois aux États-Unis, une voyante prend la barre à titre de témoin à charge. Pour tout vous dire, il était primordial que le jury voie et entende Rosemary afin de comprendre le caractère absolument extraordinaire de cette affaire. Rosemary parle des vives douleurs qu'elle a ressenties à la tête lors de la séance.
Elle explique au jury qu'elle a conseillé à la famille de se rendre à Slidell. Le moment le plus étonnant dans ce cas, c'est quand la voyante a dit aux membres de la famille de se rendre à un endroit précis et que ceux-ci ont suivi ses directives et qu'ils sont arrivés au moment exact où le véhicule de la victime se trouvait sur la route avec, à son bord, les meurtriers. C'est ahurissant. Au beau milieu du procès, après plusieurs jours de témoignages interminables, Michael Phillips décide de plaider coupable de meurtre au premier degré. Thelma Horn sera par la suite jugée coupable de meurtre au deuxième degré. Leurs peines sont identiques à celles de Gervais. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les Daigle n'oublieront jamais André, le plus jeune de 7 enfants d'une famille très unie. C'était un frère formidable pour moi et un fils formidable pour nos parents. Il va nous manquer à tous. Les Daigle ont exprimé leur gratitude à Rosemary Kerr pour les avoir aidés à trouver des réponses à leurs questions. Cette tragédie n'aurait peut-être jamais été résolue sans l'aide de Rosemary. Cela m'a rendue plus ouverte. Je crois maintenant à l'impossible. Le talent remarquable de Rosemary en a confondu plusieurs. Avant tout ceci, j'étais très sceptique. Je ne croyais pas du tout aux phénomènes paranormaux. Mais après cette affaire, je crois fermement que Rosemary, cette femme en particulier, possède vraiment des pouvoirs extrasensoriels. Gervais a dit à la police que Phillips et lui devaient quitter la ville quand les Daigle les ont repérés. Tout s'est parfaitement emboîté. Ce n'était pourtant qu'une question de secondes, car ces deux voitures auraient pu ne jamais se retrouver sur cette route exactement au même moment. Pour le procureur, la voyante a joué un rôle déterminant dans l'affaire. C'est parce que Rosemary a participé à l'affaire qu'on a résolu ce crime. Bien sûr, éventuellement, quelqu'un aurait trouvé le corps d'André, mais cela ne nous aurait pas mis sur la piste des meurtriers. Rosemary Kerr a aidé la police de la Louisiane à résoudre un crime déconcertant. Au New Jersey, une autre femme dotée de pouvoirs extrasensoriels trouvera un suspect avant même qu'on sache qu'un crime ait été commis. La paisible localité de Washington, au New Jersey, est située à 1 heure de route au sud de New York. Ici, les crimes se limitent aux fraudes et à des infractions au code de la route, ou du moins, c'était vrai par le passé. Jeudi 12 septembre 1985. Sarah Marston, âgée de 16 ans, rate son autobus après l'école. Il faut compter un peu plus d'1 heure à pied pour parcourir les 5 kilomètres qui la séparent de chez elle. Mais elle n'arrivera jamais à la maison. Commence alors le mystère le plus important que la petite ville ait jamais eu à affronter. Il ne sera résolu que lorsqu'une voyante se joindra aux policiers pour les aider à trouver un criminel jusque-là insaisissable. En 1985, dans une région rurale du New Jersey, Sarah Marston rate son autobus et doit rentrer chez elle à pied. Mais elle ne se rendra jamais. Les parents de Sarah vérifient auprès de tous ses amis, mais personne ne l'a vue. Le soir même, ils téléphonent à la police. Cette situation est anormale. Les policiers reconnaissent le visage de Sarah sur sa photo, comme nous le raconte le détective Gary Miko de la police de Washington Township. Tous les jours, elle traversait la rue à un passage protégé pour écoliers, sous la surveillance d'agents. On la voyait donc très souvent. C'est lors de ces brèves rencontres le matin et l'après-midi qu'on avait pu constater que c'était une jeune fille charmante. On fouille la chambre de la jeune fille à la recherche d'indices, mais sans succès. Les seuls effets qui manquent sont les vêtements qu'elle portait le jour de sa disparition et les livres qu'elle a apportés à l'école. On interroge sa famille et ses amis, mais on n'obtient pas de pistes solides.
Tous s'entendent pour dire que Sarah est une enfant obéissante, intelligente et responsable, et qu'elle n'a pas du tout le profil d'une fugueuse. La police et des secouristes ratissent ensuite le sentier des Patriotes, un sentier bien connu des résidents de la petite ville, de même que les bois qui l'entourent. Peut-être Sarah est-elle blessée et a-t-elle besoin de secours? Mais on ne trouve aucune trace d'elle. Les policiers cherchent également des témoins sur Fairview Avenue que Sarah aurait normalement dû emprunter pour rentrer chez elle. De nombreuses personnes l'ont vue marcher sur cette avenue. Ils la connaissaient et l'ont reconnue. Elle avait donc eu l'intention de rentrer chez elle, mais ne s'y était jamais rendue. Le détective Miko interroge les employés d'une station-service qui pourrait disposer d'informations plus précises. Ces employés font des tests sur route des autos qu'ils ont réparées. Toute la journée, ils empruntent Fairview Avenue. Ils étaient donc ceux qui avaient le plus de chances d'avoir aperçu la jeune fille. Miko obtient alors sa première piste en apprenant qu'il y a une voiture vraisemblablement abandonnée sur Fairview Avenue. J'ai interrogé le propriétaire de la station-service à ce sujet. Non seulement s'est-il rappelé qu'une voiture était garée près de son commerce depuis un certain temps, mais de plus, il savait à qui elle appartenait. C'était le véhicule de Michael Manfredonia, un de ses ex-employés. Le propriétaire déclare que Manfredonia est venu l'après-midi de la disparition de Sarah. Il voulait qu'on effectue des réparations sur sa voiture en panne, garée plus loin sur l'avenue. Il avait été mis à la porte peu de temps auparavant et on ne l'avait plus revu. Le propriétaire explique au détective qu'il a renvoyé Manfredonia parce que celui-ci a volé un détecteur de radar. Je ne savais rien de ce Michael Manfredonia. Quand j'ai découvert qu'il vivait à Chester, je suis retourné au poste et j'ai appelé la police de ce comté pour obtenir des renseignements sur lui. Je voulais aller chez Manfredonia pour lui demander s'il avait vu la jeune fille. Manfredonia, âgé de 19 ans, facilite les choses pour le détective. Il se trouve déjà au poste de police de Chester, où il effectue des travaux communautaires suite au vol du détecteur de radar. Miko se rend sur place pour l'interroger. Je lui ai parlé comme un témoin éventuel de ce qui était arrivé. J'espérais qu'il ait vu quelque chose. Il m'a alors donné une déposition verbale selon laquelle il était allé au magasin près de l'école pour s'y acheter des cigarettes et une boisson gazeuse, si ma mémoire est exacte. En revenant, il avait constaté que sa voiture ne fonctionnait pas normalement et il s'était dirigé vers l'atelier de mécanique. Selon sa version, sa voiture était tombée en panne avant qu'il n'arrive. De fait, elle s'était mise à reculer alors qu'il s'apprêtait à monter une côte. Il avait alors marché jusqu'à la station-service où le propriétaire avait refusé de l'aider et lui avait demandé de quitter les lieux. Manfredonia déclare qu'il s'est promené dans le boisé longeant Fairview Avenue pendant 3 heures, mais qu'à aucun moment il n'a vu Sarah. Il a réussi à faire redémarrer sa voiture et il est rentré chez lui. Manfredonia accepte d'accompagner Miko au poste de police de Washington pour y faire une déposition en bonne et due forme. Au même moment, à 15 km de là, la voyante Nancy Orland Weber entend parler de l'affaire. Une de mes clientes m'a appelé pour m'apprendre qu'une jeune fille qui vivait dans le même pâté de maison qu'elle était partie de son école mais qu'elle n'était jamais arrivée à la maison. Elle était morte d'inquiétude et m'a demandé de faire quelque chose. Nancy demande une photo de Sarah. En la voyant, elle a une réaction intense et s'empresse d'appeler la police. Je leur ai dit que je venais de voir la photo d'une jeune fille disparue dans une autre ville et que, selon moi, elle était morte. Un jeune homme de 19 ans l'avait tuée après l'avoir entraînée de force dans les bois. Il aimait regarder les filles et il l'avait vue rentrer en autobus chez elle à plusieurs reprises. Il travaillait dans une station-service
Et cette jeune fille était très populaire à son école. Je croyais que ce jeune homme, lui, avait plutôt été un enfant rejeté par ses pairs. Nancy ignore qu'elle décrit Michael Manfredonia et que celui-ci est interrogé au même moment. Manfredonia nie avoir vu la jeune fille. Sa voiture était garée à environ 1 kilomètre de la maison de Sarah. Normalement, elle aurait dû passer devant le véhicule. De témoin éventuel, Manfredonia devient bientôt un suspect. Le détective ne croit pas une seconde à cette histoire de voiture en panne qui a miraculeusement redémarré. Comment peut-on imaginer qu'une voiture qui s'arrête et ne peut même pas monter une côte redémarre ensuite sans problème 3 heures plus tard? C'était difficile à croire. J'ai demandé au suspect de me décrire tout cela dans une déposition écrite très détaillée. Miko consulte alors son superviseur, le sergent détective George Duker, qui, tout comme lui, doute de la version du suspect. Ce n'était pas complètement impossible. Mais son histoire de voiture tombée en panne de cette façon et qui redémarre ensuite après qu'il ait marché dans le bois, c'était plutôt difficile à avaler. L'intuition du policier va dans le sens de ce qu'affirme Nancy. De nombreux enquêteurs talentueux sont en fait des personnes dotées de pouvoirs paranormaux. Ils peuvent même voir des scènes mentalement ou trouver des mots ou des noms comme jaillis de nulle part. Ils savent aussi quand quelqu'un leur ment. Pendant que Manfredonia donne sa déposition, Miko reçoit le message de Nancy selon lequel elle dispose d'informations sur l'affaire. Quand quelqu'un s'offre à m'aider, je suis toujours ouvert. Je l'ai donc appelée. Et je lui ai demandé quelles étaient les informations dont elle disposait. Nancy commence par lui dire ce qu'il redoute le plus. Sarah est morte. Elle lui raconte sa vision et lui parle du fait qu'elle croit que le meurtrier s'appelle Michael, qu'il aime regarder les femmes et qu'il a travaillé dans une station-service. Je me suis alors rendu compte que cela correspondait à l'individu qui se trouvait dans la salle d'interrogatoire. C'était sa description en tout point. J'étais impressionné, d'autant plus que nous n'avions pas divulgué ces informations publiquement et que personne ne savait qu'il était au poste. Personne n'était au courant, absolument personne. La police ne peut toutefois pas faire inculper Manfredonia sur la base des révélations d'une voyante. On n'a toujours pas trouvé de preuve qu'un crime a été commis, ni retrouvé Sarah. On ignore ce qui est advenu d'elle. Les détectives sont amèrement déçus. 24 heures s'étaient écoulées depuis sa disparition. Nous étions alors au milieu ou à la fin de l'après-midi du jour suivant. On ne savait toujours pas où elle était. On détenait provisoirement un témoin qui pouvait avoir été mêlé à l'affaire. Mais rien ne prouvait qu'il s'agissait d'une affaire criminelle. C'était ça qui compliquait les choses. Les policiers retiennent Manfredonia aussi longtemps qu'ils peuvent le faire sans porter d'accusation contre lui. Mais à 4 heures du matin, ils sont contraints de le relâcher. Je me rappelle clairement ce moment, c'est comme si c'était hier. Gary Miko et moi l'avons accompagné chez lui, la mort dans l'âme, parce qu'on était convaincus qu'on était à 2 doigts de découvrir ce qui s'était passé. Mais on devait le laisser aller. Leur meilleur atout pour dénouer l'affaire Sarah Marston vient de leur glisser des doigts. Mais bientôt, une découverte surprenante et les visions d'une femme dotée de pouvoirs paranormaux mettront la police sur sa piste. Suite à la disparition de Sarah Marston à Washington Township dans le New Jersey, le témoin principal devient le suspect numéro 1. Même si la voyante Nancy Orlin Weber a eu la vision d'un meurtre, aucun indice ne laisse présumer qu'un crime a été commis. Voici le sergent détective George Duker. Il ne s'agissait pas encore d'un crime. Une des choses qui me préoccupait beaucoup, cependant, c'était le fait que lorsqu'on avait signalé sa disparition, on n'avait pas retrouvé ses livres d'école. Il ne pouvait donc pas s'agir d'une fugue parce que les jeunes qui décident de partir n'emportent jamais leurs livres.
Après avoir relâché Michael Manfredonia, les enquêteurs poursuivent les fouilles dans le boisé près de l'endroit où il a garé sa voiture. Mais en raison de l'obscurité, ils ne trouvent rien. Le détective Gary Miko craint le pire. Dans ces cas-là, les cheveux se dressent sur notre tête. On voit bien que la situation est anormale et qu'on doit redouter le pire. On doit donc agir en conséquence. Le lendemain, on reprend les recherches dans le secteur où Sarah a été vue pour la dernière fois. 5 équipes ratissent les bois et trouvent enfin des indices. Il est 10h30 quand une des équipes trouve une paire de chaussures de fille. Et enfin, un sac à main. Quand le sergent détective George Duker reçoit le message fatidique des équipes de recherche, il reprend espoir. Quand les policiers nous ont appelés pour nous annoncer qu'ils l'avaient trouvée, j'ai pensé sottement, « Oh, ils l'ont trouvée, c'est donc qu'elle est encore en vie et qu'elle a, au pire, une jambe cassée. » Je me disais qu'on allait la sortir de ce boisé, la ramener chez elle et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais évidemment, ce n'était pas le cas. Près des chaussures et du sac à main, les policiers ont trouvé une tombe peu profonde. Sarah a connu une mort violente. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. C'est une perte tragique pour la population qui espérait qu'on la retrouverait saine et sauve. Avec le corps trouvé à cet endroit, les soupçons pèsent de plus en plus sur Michael Manfredonia. On a trouvé Sarah à 30 ou, au maximum, 60 mètres de l'endroit où était garée la voiture de Manfredonia. Maintenant qu'on savait qu'on avait un crime sur les bras, le suspect qu'on détenait n'était plus là. Après avoir pris tout le temps nécessaire pour fouiller la scène du crime, il fallait retrouver ce suspect. On a donc mis sur pied une importante opération de recherche. Mais Manfredonia a eu le temps de disparaître. À un certain moment de la soirée, il a quitté sa maison située sur la route municipale. Derrière chez lui se trouvait un immense dépotoir de plusieurs hectares, tout en collines et en vallées. C'était par là qu'il était allé. Au cas où Manfredonia réapparaîtrait, les policiers mettent sa maison sous surveillance. Le médecin légiste, qui autopsie la jeune fille, conclut qu'elle a été violée et poignardée à plus de 20 reprises. Son assaillant a agi avec une rage meurtrière. Nancy Orlin Weber croit savoir pourquoi. À ses yeux, elle représentait tout ce qu'il faisait sentir, lui, anormal et étrange. Il était rejeté de son groupe, alors qu'elle vivait exactement la situation inverse. Une innocente jeune fille a été tuée, sans doute simplement parce qu'elle était naïve. Pendant qu'on poursuit les recherches pour trouver Manfredonia, les enquêteurs tentent de trouver des indices de sa culpabilité. J'ai alors rencontré cette femme qui avait emprunté Fairview Avenue ce jour-là et qui avait dépassé la victime, qui marchait en direction de chez elle. Environ 30 mètres plus loin, elle a vu Michael qui marchait en direction de la victime. Elle le connaissait bien parce qu'il avait travaillé à la station-service du coin. C'était notre premier témoin important qui affirmait que le suspect et la victime s'étaient trouvés près l'un de l'autre. La police croit que Manfredonia a tué Sarah. On présume également qu'il se terre quelque part dans le vaste dépotoir derrière chez lui. On a fouillé le dépotoir à l'aide de chiens renifleurs, d'hélicoptères, d'agents de police et de volontaires. On avait mobilisé toutes nos forces. Beaucoup de gens de la communauté ont participé aux recherches, mais malheureusement, on a été incapable de trouver le suspect. C'était très décevant. Après plusieurs heures de recherche, les enquêteurs trouvent enfin un endroit où le suspect semble être resté pendant quelque temps. Ils y recueillent des mégots de cigarettes de la marque que fumait Manfredonia, un nœud coulant fait de fil électrique et une lettre de suicide. Mais on n'a toujours pas retrouvé Manfredonia.
L'instinct de Miko l'incite à demander de l'aide à Nancy Orlen Weber. Je me suis dit, pourquoi ne pas appeler Nancy et voir ce qu'elle pourra tirer de tout ça? Jusque-là, sa feuille de route était sans faute. J'espérais que cela se poursuivrait. L'enquêteur Miko rencontre Nancy ce soir-là. Jusque-là, ils ne se sont parlé qu'au téléphone. On a échangé pendant quelques minutes. Je lui ai ensuite montré le nœud coulant. Nancy avait demandé à l'enquêteur de lui apporter un objet auquel le suspect avait touché. Elle commence alors à décrire en détail l'affaire, de même que la scène du crime, informations qui n'ont pourtant jamais été divulguées au public. Elle déclare ensuite qu'elle croit savoir où se trouve le suspect. Elle a alors déclaré qu'il se trouvait en haut d'une colline et qu'il était entouré d'herbes hautes. Il voyait les policiers à sa recherche et il pouvait également voir sa maison. Autour de cette colline se trouvaient des bassins d'eau et des réservoirs. Nancy parvient à établir le contact avec le suspect grâce au nœud coulant qu'il a fait. Je sentais qu'il fallait que je le suive et que je ne le perde pas, parce qu'il détenait les réponses à toutes nos questions. Tout en manipulant le nœud coulant, elle a dit qu'il voulait rentrer chez lui. Il avait l'air drogué. Il avait pris quelque chose et il n'était pas dans son état normal. Et elle a ajouté « Vous allez bientôt l'arrêter, je le sens. » Exactement au même moment, le suspect passe à l'action. Il entre furtivement chez lui, ignorant que sa maison est toujours sous surveillance. Il est prêt à mettre fin à sa cavale pour toujours. Mais celle-ci ne se terminera pas de la façon dont il l'avait envisagée. Dès qu'elle a dit qu'on allait bientôt lui mettre le grappin dessus, la radio s'est mise à fonctionner et un détective a dit à toutes les unités que le suspect se trouvait dans la maison. Manfredonia est rentré chez lui. Il est drogué, exactement comme l'avait prédit Nancy Orlen Weber. Il avait absorbé des médicaments en vente libre contre la grippe, peut-être pour se suicider. On l'a immédiatement fait sortir de la maison, fait monter à bord d'une voiture de patrouille et conduit à l'hôpital. 3 longues journées après la mort tragique d'une jeune fille, le suspect est finalement en détention et accusé de meurtre. Le détective Miko va voir la dernière cachette de Manfredonia afin de vérifier si les informations fournies par la voyante sont justes. Je suis retourné dans le secteur quelques jours après son arrestation. J'ai trouvé l'emplacement exact que m'avait décrit Nancy. Je suis monté sur la colline. Tout en haut, certaines herbes hautes avaient été écrasées. Il y avait des mégots de cigarettes, des canettes vides dispersées ça et là. Je me suis alors relevé et j'ai pu voir sa maison. En regardant en contrebas, j'ai aperçu des réservoirs et des bassins d'eau. C'était là qu'il s'était caché. Et c'est exactement comme ça que Nancy l'a décrit. Elle était très précise. Toutes ces informations étaient correctes. Cela ne nous a pas permis de résoudre cette affaire parce que de notre côté, nous travaillons également très fort. Mais tout ce qu'elle a dit s'est effectivement passé comme ça. Je crois que les autorités policières seraient stupides de ne pas écouter ce que ces médiums ont à dire. Disent-ils la vérité? Sont-ils tous honnêtes? Sans doute pas. Mais c'est notre boulot de séparer le bon grain de l'ivraie et de tirer le meilleur parti des informations qu'ils nous donnent. Vous savez, nous ne sommes pas des mutants. Nous sommes simplement des êtres humains dont les antennes captent plus de choses. Si l'on peut faire quelque chose pour aider la police, ce serait idiot de ne pas faire appel à nous. Le 16 septembre 1985, Michael Manfredonia a avoué avoir tué Sarah Marston. Il a été condamné à la prison à perpétuité. Personne ne sait vraiment pourquoi il a fait ça. C'est un crime inexplicable, défiant toute logique.
Ces mots décrivent bien les meurtres brutaux de Sarah Marston et d'André Daigle, comme ils décrivent les pouvoirs des médiums qui ont aidé la police à traduire ces meurtriers en justice.